Bien le bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si quelqu'un verra, entendra cette vidéo. C'est assez étrange pour moi comme exercice, à vrai dire, parce que je trouve tellement que ce sont les regards, les soupirs, les rêveries des spectateurs qui font, qui habillent à nouveau les contes qu'on a choisi de raconter, que ça me fait drôle, mais bon voilà. C'est un petit clin d'œil amical et j'accepte de faire cette vidéo. Je vous dis tout de suite, il n'y aura aucun montage, je réécouterai même pas et si ça va pas, ben ça ira pas, voilà, je l'enverrai pas. Ce jour-là, au pied de la Vienne, au bord du château de Toufou, il y a du monde, beaucoup de monde. Ce jour-là, on a annoncé le retour du comte de Toufou. Il était parti pour une des nombreuses croisades. Alors il rentre en héros. Ce jour-là, au bord de la Vienne, la rivière qui traverse le département, au château de Toufou, il y a foule, car toute la population de Bonn et de Chauvigny est là pour acclamer le retour du comte de Toufou. Alors lui, il en a profité pour faire son entrée. Il avance maintenant dans l'allée du château, droit sur son cheval, à sa bouche le sourire de vainqueur. À côté de lui, sur un cheval gris, son ami blessé, mais lui aussi a le sourire de vainqueur. Et puis tous les compagnons d'armes, tous, avancent, sourire de vainqueur. Et soudainement, il y a quelque chose qui change dans l'air, imperceptiblement, comme quand il va y avoir de l'orage. On le sent, on le sent. Peut-être aux chiens qui se mettent à aboyer, aux enfants qui se mettent à pleurer. Peut-être. En tout cas, maintenant, on remonte dans l'allée du château un groupe d'hommes, sombres de peau, les chevilles attachées dans des cercles de fer. Ils baissent la tête. Ce sont les prisonniers, ce qu'on ramène toujours dans ces cas-là. Butin de guerre! Ils avancent. Au pied du château, ils relèvent la tête. Ils n'ont pas le sourire de vainqueur, mais au fond de leurs yeux, une étincelle que jamais personne ne leur enlèvera. Peut-être c'est ça qui a dérangé le comte. Il a fait appeler ses gardes et devant les gens du Poitou qui n'ont rien dit, rassemblés ce jour-là, ces hommes prisonniers. On les a fait entrer dans la Vienne, la rivière qui traverse encore aujourd'hui mon département. Et on les a noyés. L'eau a bu ces hommes. Si on ne raconte pas les histoires, on peut penser qu'elles n'ont jamais existé. L'eau a bu, avalé ces hommes. Et puis le comte, il a fait entrer petit à petit et remonter l'allée du château les chars. Dans un premier char, il y avait des pièces d'or. Mais si on entend teinter ces pièces, on entend en même temps teinter le cri de tous ceux qu'on a pillés au passage. Putain de guerre. Le deuxième char, recouvert de soieries du Moyen-Orient. Ça brille, oui. Mais si on écoute, on peut entendre pleurer les mains de tous celles et ceux qu'on a broyés au passage. Butin de guerre. Et le dernier char,
C'était le plus sobre, juste recouvert d'un grand dais de soie blanche transparente. Le soleil illuminait, perçait la transparence de ce dais, ce qui fait qu'on entreapercevait, assise, une silhouette immobile. C'est de ce char-là que le comte s'est approché. Descendu de cheval, il a écarté le dais de soie, puis il a fait descendre la silhouette entreaperçue. Et là, tout le monde a découvert une femme immensément belle, noire de cheveux, noire d'yeux, rouge de bouche. Il a pris sa main délicate. Lorsque cette femme a relevé la tête, qu'elle a regardé les gens massés au pied du château, tout le monde a vu qu'elle n'avait pas le sourire de vainqueur, mais tout le monde a vu l'étincelle de liberté cachée au fond de ses yeux, étincelle que jamais personne n'enlèverait. Puis le comte, il a pris la main délicate de cette femme, a levé cette main, et tout le monde a vu ce qui brillait au doigt de cette énigmatique femme. Un anneau d'or. Seules les nouvelles épousées des comtes de Toufou portent ce bijou. Alors elle n'est pas prisonnière. Elle est aimée. Le comte l'a pris par sa taille. Avant qu'il ne disparaisse au château, elle s'est approchée de la rivière, la Vienne. Elle accueillit de l'eau dans ses mains. Elle a dit au comte: bois, bois cette eau, goûte, goûte, écoute, écoute cette eau, écoute cette eau. Puis la porte du château s'est refermée. On va les laisser s'aimer. Ça aurait pu se terminer ainsi. Mais quelque temps après, l'ami du comte, celui qui était blessé sur son cheval gris, lui a dit: nous devons repartir, vous devez repartir. Cheval, épée vous attendent. Elle a dit: si tu dois partir, pars. Quel drôle de métier d'homme que de faire la guerre. Mais pars. Puis elle a coupé une mèche de ses cheveux, elle l'a enroulée autour de son doigt et elle a dit: regarde, regarde cette mèche de cheveux. Où que tu sois sur n'importe quel champ de bataille, regarde, regarde cette mèche de cheveux enroulée autour de ton doigt. Et tu me verras dans ces instants-là, toi et toi seul. Pars. Le comte de Toufou est parti. La légende dit que cette femme, après le départ du comte, a arrêté de manger puis de boire, et pourtant elle était de plus en plus fraîche, belle, pleine. Alors, intrigué, on a suivi cette femme. On l'a vue entrer dans l'eau, boire l'eau. Il y en a même un qui a dit: j'ai entendu craquer l'eau dans la bouche de cette femme, mais qui est-elle? On a pris peur. De loin, on a continué de la surveiller. Mais au même moment, dans Bonne, dans Chauvigny, et entouré le pied du château, sont entrés des grands loups gris, dirigés, guidés par une louve blanche. Un autre, un soir, dit avoir suivi cette étrange femme. Oui, il a entendu craquer l'eau, mais en plus,
Il a vu ses yeux à elle qui le regardaient et il était comme pétrifié. Et de la bouche de cette femme coulait du sang rouge qui tombait, encerclait ses chevilles. Et tout à coup, la Vienne s'est mise à bouillir d'une eau rouge. Voilà, c'est ce qu'il a raconté. C'est ce qu'il a raconté aux gens de Bonne et de Chauvigny qui n'osaient plus regarder la femme du comte. On attendait une seule chose, son retour, car les loups et la louve menaçaient. Ils n'avaient pas besoin d'attaquer, leur présence suffisait. Ce qui fait que quand le comte est rentré, on l'a acclamé à nouveau comme un héros, peut-être encore plus que la première fois. Le héros. Lui, la seule personne qu'il voyait, c'était son amour, ses cheveux noirs, ses yeux noirs, sa bouche rouge, sa taille si fine, ses mains graciles. Alors il s'est approché d'elle. Mais avant que tous les deux ne disparaissent pour le château, celui qui avait vu la petite tache rouge couler de la bouche a dit « La louve blanche, les loups gris, la peur ». Mais il n'a pas dit qu'il suivait son étrange femme chaque nuit, non, qu'elle sortait du château, non, il n'a pas dit car il voyait ses yeux à elle qui le regardaient. Et il avait juste tellement peur de ce qu'il y voyait. C'est le comte qui, la main sur le cœur, a dit solennellement « Je tuerai la louve blanche, je vous offrirai sa peau. Elle brillera demain matin au pied du château. » Alors elle l'a prise par la main. Ils ont longé la rivière et à l'endroit où on avait noyé les prisonniers, elle a à nouveau cueilli l'eau, bois, écoute, et goûte, écoute cette eau. Puis la porte s'est fermée. Dans la nuit, le comte a sauté sur son cheval, et puis il a galopé le plus fort possible. Il a galopé en ayant l'impression de suivre l'haleine tiède, fétide de la louve blanche. Il ne s'était même pas rendu compte que sa femme était partie. Au cœur de la forêt, il s'est arrêté, et derrière une souche de chêne, il a vu la louve blanche. Elle ne bouge pas. Elle le toise de ses yeux. Il sent comme un fil invisible qui l'attire. Alors il s'approche un quart de seconde. Il voit ses yeux. Et il a l'impression de reconnaître dans ces yeux-là une étincelle, comme une étincelle de liberté que jamais personne ne lui enlèverait. Mais il a promis, il ne veut pas savoir, pas comprendre. C'est un chasseur, un guerrier, un combattant. Alors il s'approche. Il pose sa main sur le pommeau de son épée. Il tire son épée. Il s'approche. Et il ferme ses yeux pour ne pas voir ses yeux à elle. La laine de la louve, tiède, chaude, fétide. Quand il est tout près, il lève la main. Et d'un seul coup d'épée, il tranche la patte de la louve. Mais le cri qu'il entend à ce moment-là, le cri qu'on entend toujours par chez moi les nuits de pleine lune, quand on ose écouter ce qu'on ne comprend pas, le cri, il est incapable de savoir si c'est un cri de femme ou un cri de loup. Lorsqu'il ouvre les yeux, entre les pattes de son cheval, il voit une main noire, fine et délicate. Au doigt de cette main, il y a un anneau d'or. Non,
Alors il saute sur son cheval et il galope comme il n'a jamais galopé. Il regarde l'eau qui coule, l'eau de la Vienne, qui lui semble si tumultueuse à cet instant précis. Il grimpe les escaliers. Il va dans la chambre où tant de fois ces deux-là, au cœur du château, se sont aimés sans même parler la même langue, mais avec leurs mains avides de découvrir des géographies inconnues. Elle est là, allongée sur le lit. Elle sourit. Mais lorsqu'il s'approche, il voit qu'elle n'a qu'une seule main. Et de la main coupée coule du sang rouge qui fait comme une robe de bal. Robe de velours ou bien d'amour. Robe de bal, de velours ou bien d'amour. Si tu m'aimes, a-t-elle murmuré, si tu m'aimes vraiment, si tu m'aimes autant que tu le dis, ne cherche pas à comprendre. Si tu m'aimes vraiment autant que tu le dis, prends ton épée, continue ce que tu as commencé. Je ne pourrai plus jamais être louve blanche, maître de mes loups gris la nuit, et femme le jour. Femme, fée, mystère, sorcière, mais femme mémoire. Alors va, continue ce que tu as commencé. Mais fais en sorte que les rivières n'aient plus jamais à couler rouge. Le lendemain matin, au pied du château, il y avait la dépouille de la louve blanche. Tout le monde a remarqué, même sans le dire, la disparition de la femme si énigmatique du comte de Toufou. Lui, il n'a pas assisté au banquet donné en son honneur, non. Sa place n'était plus là, ni sur aucun champ de bataille. Alors il a sauté sur son cheval et il s'est mis à galoper, comme un fou, comme un damné. Et chez nous, depuis ce temps, les soirs de pleine lune, on se demande si ce qu'on entend, c'est pas le bruit d'un galop de cheval, le galop d'un homme qui n'a jamais trouvé de terre où poser ses pieds.